Je vais commencer par nous présenter un petit peu, Sacha et moi, et du coup présenter un petit peu la réunion, c'est quoi un peu le cadre du débat, qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Bon, j'imagine vous connaissez sans doute déjà Sacha, qui est à côté de moi, qui est cofondatrice de XY Media, qui est le premier média transféministe en France, et qui est aussi membre du comité de soutien à la candidature de Anas Kazib pour la présidentielle. Moi, je m'appelle Camille, je suis militante du collectif Du Pain et des Roses et à Révolution Permanente. Du coup, avec Révolution Permanente, on milite pour la construction d'une organisation révolutionnaire et on a lancé le collectif Du Pain et des Roses qui rassemble des militantes de Révolution Permanente et des militantes indépendantes qui veulent militer pour un féminisme socialiste, révolutionnaire et internationaliste. Du coup, ce collectif-là, Du Pain des Roses, il fait partie d'un réseau international de collectifs qui comprend Pani Rosas en Argentine, Power Rosas au Brésil, Brotun Rosen en Allemagne, etc. Et du coup, toute une série de collectifs féministes qui ont été créés sur le même modèle. Du coup, bref, si jamais on organise cette réunion aujourd'hui avec Sacha qui est à côté de moi, c'est parce qu'on est toutes les deux impliquées dans la campagne de Anas Kazib. Anas Kazib, c'est un cheminot qui est un militant révolutionnaire avec Révolution Permanente et qui s'est fait connaître dans la lutte contre la privatisation du rail, qui a lutté aux côtés des Gilets jaunes, pendant la réforme des retraites, avec le comité Adama, etc. Du coup, vous l'avez peut-être déjà aperçu à la télé, puisqu'il est intervenu contre des ministres comme Djebari, etc., mais aussi contre des réactionnaires comme Jean Messia, qui est un grand fan de Génération Identitaire. Aujourd'hui, la réunion qu'on va faire, on l'a appelée « Face au pinkwashing et au discours réactionnaire, quelle perspective pour les luttes LGBTI en 2022 ?» Du coup, c'est une réunion, là, le débat qu'on voudrait faire, qui s'inscrit spécifiquement dans le contexte des présidentielles de 2022, pendant lequel les droits LGBTI vont être débattus, instrumentalisés, remis en question, etc. par les différents candidats. On commence à connaître la chanson, puisque c'est la même à chaque élection présidentielle. Ça a été le cas par exemple pendant la campagne Hollande, je ne sais pas, jamais vous vous souvenez, moi je m'en souviens même si jamais j'étais pas très très vieille, du coup qui a donné lieu, qui a du coup le mariage pour tous, qui était une des promesses de campagne d'Hollande, certes tenue tardivement, mais qui a donné lieu à un déchaînement de discours réactionnaires, y compris de la part de Darmanin, qui est du coup notre actuel ministre de l'Intérieur, qui a fait partie de la Manif pour tous, et à une hausse des violences envers les personnes LGBT. Du coup, moi, je me souviens très très bien de ça. C'était la première fois que j'ai goûté au gaz lacrymogène dans les contre-manifs de la Manif pour tous. Cette concession-là, du coup, du mariage pour tous, elle a servi de caution de gauche à toutes les attaques antisociales du gouvernement Hollande. Et aujourd'hui, face au discours fasciste, ouvertement, hyper violent de Zemmour, c'est le camp de Macron qui tente de faire rempart, de faire un espèce de rempart progressiste en défendant les droits LGBT. On l'a vu avec la loi PMA qui a été sortie des tiroirs, qui a été débattue, qui a pris 50 ans pour arriver jusqu'au texte de loi, la petite loi contre les thérapies de conversion, etc. Du coup, là, on a un cas typique dans ce débat-là qui nous est imposé. On a le choix entre la répression violente de nos droits, qui s'abat en particulier sur les personnes trans, et leur instrumentalisation pour redorer le blason des politiques néolibérales et de l'offensive sécuritaire et raciste de Macron, dans un exemple typique de pinkwashing. Le tout dans cette campagne sur un fond d'offensive raciste, islamophobe, non seulement du gouvernement Macron, on a vu passer la loi sécurité globale, la dissolution du CCIF, etc., mais qui couvre aussi tout le champ politique jusqu'à, entre guillemets, la gauche. On n'a qu'à voir, par exemple, la dernière sortie de Arnaud Montebourg, qui se revendiquait jusqu'à peu de gauche, ou même Mélenchon aussi, qui a titré dans le Figaro sur l'indépendance de la France, et du coup sa place en tant que pays impérialiste il y a quelques jours. Du coup, bref, ça c'était pour introduire un petit peu. Et face à tout ça, nous on pense que c'est nécessaire de s'organiser, non seulement contre cette montée de l'extrême droite, mais aussi contre la récupération de nos combats. Et c'est de ça qu'on voudrait débattre aujourd'hui, de quelles revendications on défend, de comment les porter le plus largement possible au milieu de tout ce marasme-là, et que nous on pense que c'est la candidature d'Anas qui est à même de porter ces revendications-là, et du coup de faire entendre nos voix dans ce contexte-là. Du coup, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, moi la première chose dont je voulais parler, ça n'a pas de rapport direct avec la situation qu'on vit ici en France, mais c'est quelque chose qui m'a profondément marqué.
au début de l'été dernier, il y a eu des révoltes immenses en Colombie contre le gouvernement, contre du coup la pauvreté et contre l'impérialisme américain, qui soutenait ce gouvernement. La répression policière en Colombie, elle a été extrêmement violente. Elle a fait des dizaines de morts. Et au milieu de ça, il y a eu des images qui ont fait un buzz international jusqu'ici en France et que vous avez peut-être vu. Ce sont des images de 3 danseuses trans, il me semble à Cali, qui sont passées devant une ligne de keufs pendant un rassemblement et qui ont fait une performance comme ça de voguing sous le nez des keufs pendant ce rassemblement, avec la foule qui les applaudissait, etc. Et c'est des images extraordinaires qui ont fait le buzz, qui sont arrivées jusqu'ici, quoi. Et ces images-là, moi je pense elles ont fait le tour du monde, de la France aux États-Unis, etc., partout. Je pense non seulement par solidarité internationale de la communauté LGBTI, puisque du coup ces danseuses, elles ont donné des interviews où elles se revendiquaient en tant qu'activistes trans et non-binaires, etc., en tant qu'artistes de voguing, etc., mais aussi parce que c'est un symbole assez incroyable, moi je pense, et qui a résonné dans le monde entier avec ce que vit une bonne partie de la jeunesse. Les USA aussi, par exemple, les États-Unis, ont connu des grandes révoltes qui ont été menées majoritairement par des jeunes, en fait, des gens qui avaient entre 15 et 30 ans, contre le racisme d'État et contre les violences policières. Et les revendications LGBTI, elles sont venues s'ajouter à ces révoltes-là. Et un des slogans qui a étendu le mouvement Black Lives Matter, c'était Black Trans Lives Matter. Il y a eu des rassemblements sous ce mot d'ordre-là qui ont rassemblé des dizaines de milliers de gens, etc. En France, c'est la même génération Adama qui s'est soulevée contre les violences policières pendant l'été 2020, qui a défilé ensuite dans toute la France, dans les marches lesbiennes pour les droits reproductifs, pour la PMA, qui s'est mobilisée aussi à Paris cet été, à plusieurs dizaines de milliers, pour la Pride radicale, qui était une contre-Pride antiraciste et anticapitaliste. Cette jeunesse-là, on voit qu'elle fait très peur à la classe bourgeoise. Je ne sais pas si jamais vous avez vu la une du Figaro vendredi dernier. Antiracisme, idéologie LGBT, décolonialisme. Comment on endoctrine nos enfants à l'école? Pour moi, ça suinte un peu la peur. Et du coup, au-delà de la couverture extraordinaire du Figaro, c'est toute la panique morale qu'on voit régulièrement autour du wokisme. C'est aussi la répression des études décoloniales dans les universités, c'est aussi l'offensive sur le terrain médiatique et intellectuel contre les personnes trans, à grands coups de tribunes régulières dans Marianne, par exemple. Et du coup, de l'autre côté de cette peur-là, il y a aussi une partie de la classe capitaliste qui a désespérément besoin de renouer avec cette jeunesse. Parce que cette jeunesse-là, elle est en partie désillusionnée par ce que propose le capitalisme. Et du coup, pour renouer avec elle, les droits LGBTI, c'est devenu un moyen privilégié pour avoir ce dialogue. Un exemple comme ça, en 2017, il y a la Human Rights Campaign, qui est la plus grosse organisation LGBT aux États-Unis, qui a remis le prix de l'égalité à Jeff Bezos, le patron d'Amazon. On peut penser que le mot égalité, c'est un choix assez intéressant pour parler d'un des hommes les plus riches du monde, dont la fortune aujourd'hui s'élève à 177 billions de dollars, qui ne paye quasiment rien, et certaines années vraiment rien, en impôts. Du coup, je ne parle même pas du salaire de ses salariés. Je vous lis un petit extrait du discours de Bezos à la réception de son prix de l'égalité en 2017. Il dit « Chez Amazon, l'égalité est une valeur fondamentale pour nous. Et c'est tout simplement juste. Pourtant, l'inégalité persiste sous de nombreuses formes dans nos communautés. Et nous ne devons jamais nous contenter de regarder. Nous devons les exposer, les comprendre, les remettre en question et les réparer. Et nous le faisons. Et je veux dire tout le monde dans cette salle-là et au-delà. Du coup, quelques années, et puis une pandémie mondiale plus tard, avec quelques scandales sur les conditions de travail chez Amazon entre-temps, en avril dernier, Jeff Bezos a mené, et du coup toute la direction d'Amazon, a mené une campagne particulièrement vicieuse contre la création d'un syndicat dans l'un des plus grands entrepôts d'Amazon aux États-Unis, à Bessemer dans l'Alabama. Dans cet entrepôt, à Bessemer, 85% des travailleurs sont noirs et 65% sont des femmes. Autant pour l'égalité. Je donne un exemple aux États-Unis et ça serait assez tentant de penser que ce type de pinkwashing, ça n'existe que là-bas. Mais on a aussi des exemples qui sont bien de chez nous, qui sont made in France. Chez nous, le plus bel exemple qu'on a, c'est celui de Mastercard. C'est la seule entreprise privée qui est partenaire de la Marche des Fiertés depuis 2017. Et du coup, ils ont non seulement gagné le droit de mettre leur logo sur des t-shirts, des affiches, des chars de la marche, mais ils ont aussi privatisé le système de dons qui finance la Marche des Fiertés.
Et du coup, ce sont des virements et des récoltes de dons sur lesquels Mastercard du coup fait du profit. Et du coup, le tout pour une bouchée de pain, ils ont racheté ça pour une bouchée de pain, et le chiffre que donne Didier Lestrade, en tout cas en 2017, c'était pour une participation de Mastercard à hauteur de 7 000 € pour la marche des fiertés. Donc pour donner une idée, le bénéfice de Mastercard, uniquement sur le trimestre de reprise du Covid, du coup, il y avait quand même le Covid, c'était 1,9 milliard de dollars. Donc ces procédés-là, ils permettent aux entreprises de se donner une image positive vers l'extérieur, mais ça ne s'arrête pas là. On voit en juin de chaque année, en plus des arcs-en-ciel sur les logos, les entreprises, elles font aussi la promotion de leurs mesures inclusives, entre guillemets, en interne contre les discriminations. Elles se félicitent des personnes racisées, des personnes LGBTI, des personnes issues de toutes les minorités dans les postes à responsabilité dans leurs entreprises. Mastercard, par exemple, ils ont un conseil global de l'inclusion internationale dans leur entreprise, avec à sa tête un directeur de l'inclusion. En plus de servir à pacifier une jeune génération de travailleurs qui sont sensibles à ces enjeux-là, qui sont a priori sensibles à l'antiracisme, au féminisme, à la lutte contre les LGBTI-phobies, cette inclusion-là, elle ne fait rien pour contester le rôle que ces entreprises, elles ont dans la société. Ça permet au contraire de légitimer le fait qu'une minorité, la bourgeoisie, elle vit aux dépens de la majorité des travailleurs. Et pendant qu'une minorité de ces personnes LGBTI arrive à gravir les échelons, à arriver à des postes comme directeur de l'inclusion chez Mastercard, la vaste majorité, elle vit dans la précarité, parmi ces travailleurs-là. Une anecdote un petit peu personnelle, mais moi j'ai travaillé dans pas mal d'endroits, j'ai fait pas mal de choses. J'ai notamment travaillé chez McDo. J'ai travaillé chez McDo dans un franchisé de station-service. Les vrais galériens sauront que c'est les pires McDo. En horaire de nuit. Je faisais 2 shifts de 5 heures à la suite, avec une demi-heure de pause entre les deux qui se terminait à 4 heures du matin. On était une seule équipe de nuit sur ce McDo franchisé. Et sur cette équipe de nuit, il n'y avait pas une seule personne qui était cis et hétérosexuelle. C'est-à-dire que la direction du McDo avait mis les meufs trans et les mecs gays en cuisine, pour pas trop qu'on les voit, donc bien cachés. Et on était 3 lesbiennes butch comme ça pour faire les bonhommes devant les clients qui arrivaient bourrés au drive au milieu de la nuit. Moi j'ai appris un peu 2 choses de cette expérience au McDo. J'ai appris qu'est-ce que c'était que l'exploitation, puisque du coup, pendant que je faisais mes 8 balles de SMIC horaire, j'avais au-dessus de moi, quand je faisais la caisse, mon chiffre d'affaires par heure qui s'affichait et qui montait à des milliers d'euros avec une petite flèche verte qui fait bip bip vers le haut quand ça monte bien et une petite flèche rouge qui fait bip bip vers le bas quand ça descend et que c'est pas bien et que le manager va venir te voir pour t'enguirlander. Du coup, j'ai appris le profit que McDonald's en fait se faisait sur mes 8 balles de l'heure de SMIC horaire. Et j'ai aussi appris et j'ai compris, je pense que ceux qui sont les plus marginalisés, les plus opprimés, parmi les exploités, parmi les travailleurs, c'est ceux qui le sont le plus. Moi, je n'ai jamais pris d'agression, d'insultes aussi dures que ce que j'ai vécu quand j'étais au McDo. Je me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables, des Gwyn, des PD, j'en passe et des meilleurs, etc. Je me suis fait agresser, menacer de mort. J'ai eu un type qui a cassé la vitre du drive pour venir essayer de me buter en me hurlant des insultes homophobes. Enfin, du coup, des trucs vraiment hyper sympas de ce style. Et j'ai compris un truc en discutant avec mes collègues à ce moment-là, c'était que c'était quasiment que des gens qui étaient plus ou moins dans la même situation que moi. Des liens plus ou moins tendus avec la famille, des situations financières difficiles, des situations de logement parfois extrêmement précaires, et du coup qui les forçaient à accepter quand le manager demandait et les ciblait spécifiquement pour leur demander « bah alors ça te dirait pas de faire 2 petits shifts à la suite de 5 heures qui se terminent à 4 heures du matin ?» Ils avaient qu'une seule option, c'était de dire oui. Et du coup c'est pour ça que je pense qu'un programme de lutte contre ces patrons de nos jobs de merde, un programme de lutte pour l'emploi, un programme de lutte contre la précarité, c'est aussi un programme qui nous donne des salaires dignes, etc. C'est aussi ça, un programme LGBTI. Et au-delà des entreprises, les gouvernements, ils utilisent aussi ces mécanismes-là de pinkwashing. Ça peut être pour grappiller quelques points de vote à la jeunesse, comme Macron le fait très bien en ce moment, en train de passer quelques petites lois à droite à gauche entre 2 YouTube avec McFly et Carlito. C'est surtout pour humaniser en façade des gouvernements de pays impérialistes.
Je ne sais pas si jamais vous avez entendu parler du forum Génération Égalité qui a eu lieu à Paris il y a quelques mois. C'est un forum qui est organisé par l'ONU, qui est présenté comme la COP des femmes et des minorités, qui a eu à peu près autant de succès dans ce domaine que la COP 26 en a eu pour le climat. Du coup, si jamais vous tapez Génération Égalité là, sur Google, vous allez voir une photo sur leur site qui est extrêmement parlante et je pense que j'aurais même pas besoin de parler, j'aurais juste besoin de vous montrer la photo. C'est un demi-cercle comme ça, du coup, de plein de femmes qui sont représentantes de l'ONU, membres de gouvernement, des intellectuels, etc., qui sont arrangées comme ça en demi-cercle. Et en plein milieu du demi-cercle, comme ça, ils font une aide d'honneur, il y a Macron dans un petit costume bleu marine. Et en plus des questions féministes du coup, qui étaient abordées au sommet Génération Égalité, il y avait aussi tout un volet LGBTI avec des conférences, des ateliers thématiques sur les luttes des femmes trans en Amérique latine par exemple, ou des panels sur les activistes LGBTI au Moyen-Orient. Du coup, c'était l'occasion pour Macron, avec une petite cérémonie dans le carrousel du Louvre, etc., de se refaire la cote sur la fin de son mandat, en particulier auprès de la jeunesse qui était ouvertement draguée par l'intitulé du forum, mais aussi d'utiliser les enjeux féministes et les enjeux LGBTI pour asseoir la place de la France en tant que pays impérialiste sur l'échiquier international, en mettant en valeur quelque chose que la France fait extrêmement bien et dont elle est spécialiste, c'est-à-dire la politique de répression. En témoigne la grande annonce de Chiappa qu'elle a fait pendant ce sommet, soutenue du coup par la directrice exécutive d'ONU Femmes, qui est un réseau mondial de forces de l'ordre pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux minorités, à l'initiative du ministère de l'Intérieur français, donc de Darmanin. D'utiliser le prétexte des droits des femmes ou des LGBTI pour asseoir la domination impérialiste française, c'est déjà une politique que la France manie vis-à-vis de ses anciennes colonies depuis très longtemps. Récemment, il y a une enquête de Mediapart et de Disclose qui est sortie sur l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, c'est une agence de l'État qui est chargée de financer des projets dans les pays les plus pauvres pour les aider à se développer. Il y a 2/3 de ces projets qui sont menés au nom de la lutte pour l'égalité. Et du coup, dans la lutte pour l'égalité, ça comprend du coup les droits des femmes, mais aussi le droit des personnes LGBTI. Ce qu'explique Mediapart, c'est que la plupart de ces interventions qui se font elles se font dans ce qu'on appelle la zone d'influence française en Afrique, c'est-à-dire les ex-colonies françaises, pour sauvegarder les intérêts français, et elles se font en majorité par des sociétés françaises. Du coup, cette agence de l'État qui distribue des fonds, elle les distribue en majorité à des sociétés françaises, du coup comme Suez, Engie ou Amarante International, qui est une société de sécurité privée proche des services secrets français, et du coup qui récolte de l'argent en fait pour faire ça, et qui du coup se font un profit et un bénéfice. Et du coup, toutes ces interventions, Mediapart et le dossier de Mediapart et de Disclose l'expliquent très bien, elles se font parfois dans la violence, comme du coup, par exemple, un exemple que Mediapart donne, c'est une affaire d'armes fournies à des militaires qui sont accusés d'exaction. Du coup, le tout au nom de la promotion de l'égalité, du droit des femmes et des minorités. Moi, une chose qui m'a fait réfléchir là-dessus, c'était les manifs qu'il y a eu pour la Palestine, il y a de ça quelques mois. Où du coup, bien sûr, il y avait beaucoup de mots d'ordre et tout contre le pinkwashing d'Israël, etc. Et c'est une manif qui a été interdite à Paris. Et du coup, qui a été énormément réprimée, etc. Et moi, pendant cette manifestation, je me suis retrouvée acculée dans un petit coin de rue, du coup, à fuir entre les ruelles, etc. Entre les gaz lacrymogènes, les trucs et les je ne sais quoi. Et je me suis retrouvée avec un petit groupe de lycéennes, mais qui était hyper jeune, enfin qui devait être, je sais pas, un second, un truc comme ça, et avec un petit groupe de lycéennes qui étaient, déterminées jusqu'à être presque des kamikazes, et quand on s'est retrouvés face au canon à eau, on a dû se mettre à plusieurs devant elles, leur dire de reculer, les défendre, etc., parce qu'elles voulaient aller jeter des trucs sur le canon à eau, quoi. Et du coup, au cri de « Palestine vivra »,« Palestine vaincra », du coup, elles avaient des pancartes sur le pinkwashing d'Israël, etc., et moi, je repense quand même à ces jeunes, à ces lycéennes et tout, de temps en temps, qui ont quelques années de moins que moi, à cette détermination-là. Et moi, je me dis, mais quel mépris, mais quelle claque au visage de penser que le féminisme sauce génération égalité, sauce impérialisme français, ça peut permettre de contenter la détermination de ces lycéennes-là, quoi. Mais pareil, tous les jeunes qui ont
qui ont manifesté à la Pride antiraciste et anti-impérialiste. Enfin, tous ces jeunes-là qui ont fait les manifs à Damas, qui sont descendus dans la rue là-dedans. Mais quel mépris, j'arrive pas à imaginer que ces jeunes-là puissent se réjouir d'un programme féministe qui marcherait main dans la main avec l'impérialiste ou qui mobiliserait la police, qui est du coup un bras armé de l'État hérité du colonialisme et de l'impérialisme. Et du coup, pourtant, c'est ce que proposent des candidats dits de gauche, comme Sandrine Rousseau ou Jean-Luc Mélenchon, qui proposent tous les deux dans leur programme le renforcement d'une police de proximité et un maillage fin de police pour lutter contre les discriminations et les violences discriminatoires. Et le pire dans tout ça pour moi, c'est que ces politiques-là, elles se sont montrées totalement inefficaces pour lutter contre les LGBTI-phobies et la vague réactionnaire qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a une enquête au niveau européen qui montre qu'il y a 91% dans les 15-17 ans qui ne montrent pas leur identité de genre ou sexuelle complètement et ouvertement, du coup par peur. Il y a 38% des lesbiennes, des mecs gays et des personnes bisexuelles qui ont connu des agressions dans les 12 derniers mois, et ce chiffre-là, il monte à 48% pour les personnes trans. Et alors que ces pays-là, ces pays du coup du cœur impérialiste en Europe, ils interviennent à l'étranger au nom de l'égalité, ces États impérialistes-là, toutes ces violences-là, elles se passent dans leur pays, en fait, du coup, dans des pays qu'ils vendent comme des havres de paix, des havres progressistes, favorables aux LGBTI, avec un tourisme LGBTI, avec des festivals de fierté qui engraissent des millions, etc. Et que ces havres-là progressistes, ils sont accessibles, en fait, au final, uniquement qu'à une infime minorité des personnes LGBTI. C'est une vitrine qui est très belle, hein, qui brille sous les projecteurs, pailletée, etc., mais qui a un prix pour avoir le droit d'y rentrer. Et du coup, on arrive dans une situation qui est, qu'on peut trouver assez cocasse, quoi, du coup, dans ces démocraties comme ça du cœur impérialiste, où il y a des choses assez étranges qui peuvent coexister ensemble. On a d'un côté la marchandisation de nos identités, de nos luttes LGBTI, et de l'autre côté, la précarité dans laquelle la majorité d'entre nous vit et le démantèlement des services publics. On a d'un côté la célébration de festivals au mois des fiertés qui sont toujours très lucratifs, et de l'autre côté, le manque total d'éducation sexuelle dans les écoles. On a la création de niches de marchés roses qui visent du coup à faire acheter les personnes LGBTI, mais l'exclusion aussi de l'autre côté de toutes les personnes LGBTI étrangères, de toutes les avancées juridiques que ces pays-là peuvent connaître au niveau des droits LGBTI. C'est la même dualité en fait qu'on ressent si jamais on allume notre télé et qu'on zappe très rapidement entre une série Netflix qui a un quota de représentation LGBTI et CNews et Zemmour qui passe en prime time en s'insurgeant contre les militants LGBTI à l'école, entre deux polémiques racistes sans fin, quoi. C'est pour ça que moi je pense que la première condition qu'on peut poser pour un accès à la liberté sexuelle, pour un accès à l'autodétermination, c'est celle de la sécurité financière et de la sécurité matérielle. Du coup, c'est pour ça que nous, avec la campagne qu'on est en train de faire, on défend la réquisition des logements vides, on défend une allocation à la hauteur du SMIC revendiqué, du coup qui est à 1800, on défend aussi des papiers pour toutes et tous. La deuxième condition pour moi, pour pouvoir avoir cet accès à la liberté sexuelle, à l'autodétermination, que ça ne soit pas juste réservé à une infime minorité, c'est l'accès aux soins, qui doit être entravé du coup, ni par le coût, ni par le prix, ni par un parcours administratif qui est rédhibitoire pour les étrangers, pour les gens malades, etc. Et ça passe en premier lieu par des moyens pour les hôpitaux, comme pour tous les services publics, la levée des brevets sur les traitements, en particulier la levée des brevets sur les antirétroviraux, dont dépendent les personnes qui vivent avec le VIH, mais aussi la gratuité, la liberté d'accès aux soins médicaux nécessaires au parcours de transition pour toutes et tous. Ça passe aussi par la suppression des lois racistes, des lois islamophobes comme la loi séparatisme, la loi sécurité globale, et de nous organiser pour que nos luttes et nos droits ne soient pas utilisés comme des cautions de cette offensive raciste. Et ça passe finalement par la suppression des lois qui font que renforcer l'arsenal répressif de l'État, qui s'abat déjà contre ceux et celles qui sont les plus discriminés, comme par exemple la loi de pénalisation des clients.
Ces revendications-là qu'on porte, du coup, que vous avez entendues, ce sont des revendications pour les droits, pour les conditions de vie des personnes LGBTI, mais ce sont aussi des revendications du mouvement antiraciste qui se bat contre l'appareil répressif de l'État hérité du colonialisme, qui se bat contre les violences policières, qui se bat contre l'impérialisme français. Et ce sont aussi des revendications du mouvement ouvrier, dans toute sa diversité, qui se bat contre la classe du service public, qui s'est battu pour des retraites et une vie digne, qui se bat contre les licenciements, et surtout qui sont ceux où on a vu pendant la pandémie qui font tourner le monde entier en fait, dans lequel on vit. Et ces revendications-là, avec la candidature d'Anas, on ne veut pas les laisser aux mains des politiciens bourgeois, et du coup que ça soit soumis à leurs calculs électoraux, à la fin de mandat de Macron, à son bon vouloir. On ne veut pas non plus que ça soit relégué aux campagnes marketing des grandes entreprises et on entend parler sur des affiches Nike en juin de chaque année. Du coup, c'est pour cette raison-là qu'on soutient et qu'on s'organise pour la campagne présidentielle de Anas en tant que personne LGBTI. Et du coup, c'est pour ça qu'on soutient ce candidat-là, qu'un jeune travailleur qui vient des quartiers populaires et qui est aussi un militant révolutionnaire, quoi. Pour que, non pas pour qu'il devienne président de la République ou ministre de je ne sais quoi, je ne sais où, etc., mais pour qu'il puisse monter sur les plateaux télé face à Zemmour, face à Le Pen, et porter, nous, ce qu'on revendique au plus large, et du coup porter les idées pour lesquelles on se bat, qui sont celles de se battre non seulement pour le pain, qui sont celles de se battre du coup, contre nos patrons, nos petits jobs de merde, pour que plus personne n'ait à travailler 2 shifts de 5 heures à la suite dans un McDo à 5 heures du matin en se faisant caillasser par des clients bourrés, mais aussi pour les roses, pour qu'on puisse avoir le droit à la liberté sexuelle, à l'autodétermination, pour que je puisse avoir le droit de marcher dans la rue sans avoir peur, sans me faire traiter de sale gouine, pour que je puisse embrasser ma meuf dans la rue sans avoir peur. C'est pour ça qu'on se bat, et du coup c'est pour ça qu'on voudrait porter cette candidature-là. Du coup, non pas pour avoir un nouveau président, un nouveau ministre ou je ne sais quoi, mais pour que ces idées-là, elles soient entendues, pour pouvoir tenir tête sur les plateaux télé, à l'extrême droite, à ces réactionnaires-là, et pour refuser que nos luttes et ce pourquoi on se bat soient instrumentalisées pour les projets de Macron, de je ne sais qui ne servent au final que le capitalisme et l'impérialisme.